Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, en compagnie de Michael Zamès. Bonjour, Michael. Comme chaque semaine, nous allons faire ensemble le tour de l'actualité politique et parlementaire de la semaine, avec bien sûr la désignation de François Hollande comme candidat socialiste à l'élection présidentielle. François Hollande accueilli en héros au Sénat et à l'Assemblée. L'UMP se dit qu'on va enfin pouvoir parler d'autre chose, enfin presque. Le parti présidentiel tenait cette semaine une convention sur, devinez quoi, le Parti socialiste. C'est le début de la discussion budgétaire à l'Assemblée. Un budget placé sous le signe de l'indispensable réduction des déficits. Dans l'hémicycle, le gouvernement a surtout parlé de l'impossible projet budgétaire, évidemment de qui? Des socialistes, encore eux. Eux, encore et toujours, cette fois au Sénat, la majorité socialiste a repoussé son premier texte depuis sa victoire aux élections sénatoriales. Rejet de la proposition de loi du député UMP Éric Ciotti sur l'encadrement militaire des mineurs. Et avec nous pour parler de tous ces thèmes, Jérôme Chartier, député UMP du Val d'Oise. Bonjour. 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 Alors vous avez été élu maire à Daumont à 28 ans. Plus jeune, vous avez même été assistant parlementaire ici au Sénat. Puis vous avez gravi les échelons de votre parti politique, l'UMP. Un temps en charge de la modernisation de cette vie politique. Et puis aujourd'hui, vous êtes porte-parole du groupe UMP sur le budget qui est actuellement examiné à l'Assemblée, on l'a dit dans les titres. Et on va en parler tout au long de notre émission. Alors, avant de développer l'actualité politique française, un mot, bien sûr, une réaction, on va vous demander sur l'événement majeur de cette semaine, l'exécution du colonel Kadhafi après son arrestation par les forces du Conseil national de transition. C'est l'aboutissement d'une révolution, c'est aussi une image qui choque. L'ONU demande une enquête sur les conditions de sa mort. Il faut connaître les conditions de la mort du colonel Kadhafi. Je crois que c'est préférable, simplement pour pouvoir lever tout ce que l'on peut entendre ici et là. Certains déjà parlent d'exécution par les militaires de l'OTAN. Bien sûr, il n'en est rien. Moi, je ne souhaite pas qu'on puisse imaginer un seul instant qu'il y a eu un ordre qui a été donné d'exécuter le colonel Kadhafi. Si il y a eu cette exécution, elle semble être manifestement populaire. En tout cas, il ne faut pas faire oublier le fait que le colonel Kadhafi est d'abord un tyran, quelqu'un qui a régné sans partage sur son pays, parfois dans des conditions inacceptables. C'est une exécution qui peut choquer quand même, malgré Le tout, une violence qui peut le choquer. principe même de l'exécution est choquante pour Et il aurait nous, qui pas sommes mieux dans un valu un état de procès droit. Qui sommes dans un état de droit, et bien sûr, il vaut toujours mieux un procès. Personne dans un état de droit comme la France peut préférer l'exécution à un procès. Nous sommes tous pour un procès. Mais nous sommes en Libye, nous sommes à Sirte en l'occurrence à ce moment-là. La Libye est en révolution. Dans les révolutions, il y a parfois des exécutions. Chacun le sait. L'histoire de France nous l'enseigne. On peut le regretter, mais en tout cas on le constate. Mais il est très important de faire la lumière sur les conditions de cette exécution pour qu'il n'y ait pas un seul doute sur le fait que l'OTAN en soit à l'origine. L'heure à présent est au pardon, la réconciliation. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant pour la France sur place en Libye ? Ce que je souhaite, c'est que la France continue à accompagner le processus de démocratisation en Libye. C'est nécessaire de telle sorte que la Libye puisse s'engager sur la voie de la démocratie, mais de surcroît que la France continue à accompagner le gouvernement libyen dans ses choix industriels, par exemple, dans ses choix économiques aussi. La France a des choses à faire sur place. La France a des choses à faire sur place. Manifestement, les Libyens le demandent. Eh bien, il faut qu'on nous répondions à leurs attentes. On va passer à l'actualité du lundi, qui a été dominée par la victoire aux primaires de François Hollande. Galvanisé par sa victoire, le candidat PS s'exprime devant ses troupes. C'était tard dimanche soir à la Maison de l'Amérique latine. Il appelle à un large rassemblement du PS, mais vous allez l'entendre sur cet appel également aux autres partis de la gauche. Écoutez. Nous sommes simplement maintenant dans l'obligation de nous unir, de nous rassembler et de faire ensuite la marche vers l'élection présidentielle. Alors il y a la gauche et les écologistes. J'ai compris que les écologistes avaient voulu peut-être un moment s'immiscer dans nos débats. Visiblement, leur nombre n'a pas suffi. Mais moi, j'ai suffisamment de respect pour les écologistes, pour savoir qu'ils ont leur place, toute leur place dans le rassemblement qu'il faudra construire, dans un accord de gouvernement qu'il faudra rechercher. De la même manière avec le front de gauche, il y aura des frottements. On en connaît le candidat, et il aime ce type de confrontation. Et en même temps, c'est la gauche.
Jérôme Chartier, dans cette interview, enfin dans ce large dialogue de François Hollande auprès de ses troupes, il a également parlé de ceux qui ne savent plus qu'ils sont à droite. Bref, il va sur ceux qui sont déçus du sarkozysme. Ça vous fait peur, François Hollande ? Non, ça ne me fait pas peur, François Hollande. En tout cas, je suis content que les socialistes aient désigné leur candidat. Il y a eu cette primaire. C'était le choix des socialistes de l'organiser. C'est très bien. Leur affaire, c'était un programme de gauche contre un programme de gauche, une personne de gauche contre une personne de gauche. Et il est normal, à l'issue de cette primaire, qu'on reprenne la parole. C'est notre responsabilité. Au fond, le débat démocratique, chacun en convient, c'est entre la droite et la gauche. De tout temps, c'est ainsi. Et il est normal que la vraie démocratie reprenne ses droits. Mais là, c'est un appel du pied vers le centre droit. On sait qu'il peut mordre, notamment sur un électorat qui aurait pu voter pour Nicolas Sarkozy ou pour Jean-Louis Borloo s'il avait été candidat, par exemple. En tout cas, manifestement, François Hollande le croit. Moi, je ne crois pas. En tout cas, on a vu les sondages cette semaine. 64% au second tour, c'est un score quasi soviétique, on aurait pu dire à une époque. Et on a même vu que les sympathisants de Jean-Louis Borloo, les électeurs potentiels, ne se sont pas reportés pour l'instant sur Nicolas Sarkozy. C'est même au-delà d'un score soviétique. Si on fait un bref rappel de la Ve République, le meilleur score, c'est Charles de Gaulle, 55%. Vient ensuite la deuxième élection de François Mitterrand, 54%. Enfin, alors, soyons sérieux, de quoi parle-t-on? Soit François Hollande est l'homme du siècle, et après tout, pourquoi pas. Mais plus sérieusement, je crois que les sondages d'aujourd'hui sur les intentions de vote ne valent pas tripette. Chacun le sait. Attendons que la campagne présidentielle non, surtout attendons que la campagne présidentielle démarre. Attendons que Nicolas Sarkozy, c'est ce que je souhaite, annonce sa candidature à la présidence de la République. Et à partir de ce moment-là, nous aurons des vrais sondages d'intention de vote. Il peut rebondir là dans les prochaines semaines. Il doit parler. Qu'est-ce qu'il doit faire, Nicolas Sarkozy? Il doit surtout continuer à faire son travail. C'est là où les Français l'attendent. Il est président de la République. C'est un président de la République exceptionnel. Il faut qu'il continue à l'être, à incarner cette responsabilité telle qu'il l'incarne aujourd'hui. Et le moment venu, qu'il présente sa candidature. Mais d'abord, nous sommes dans une situation de crise sans précédent, extrêmement forte. C'est vraiment la prolongation de la crise de 2008. C'est un moment qui est clé, qui est stratégique pour la France et pour l'Europe. Il n'est pas question aujourd'hui... Pas le feu à la maison, selon vous. Non, puis surtout, il n'est pas question d'inverser le calendrier. Le calendrier, c'est d'abord régler les problèmes de la France et ensuite préparer l'élection présidentielle, et non l'inverse. Allez, on va passer à la journée du mardi. Désolé, on va encore parler de François Hollande et de sa tournée parlementaire. Le mardi, ce sont les réunions de groupe. À l'Assemblée comme au Sénat, le député François Hollande est évidemment un habitué de ces réunions au Palais Bourbon. Plus inhabituel, il est d'abord passé au Sénat, rencontre de vainqueurs de scrutin. C'est un sujet signé Yoann Rolla, Jean-Baptiste Daoulas et Pierre Lascar. Il y a quelques semaines, Jean-Pierre Bel avait apporté son soutien à François Hollande dans le bras de fer des primaires. Aujourd'hui, le premier est président, le second aspire à l'être. Et les retrouvailles sont chaleureuses. Je suis avec mes amis, ici avec le nouveau président du Sénat, celui qui a réussi ce qu'aucun autre avant lui n'avait été capable de réaliser, c'est-à-dire une alternance au Sénat. Donc je viens prendre un certain nombre de conseils. Salut amical à une salle conquise. Derrière les portes, la réunion ne durera qu'un petit quart d'heure. Un quart d'heure pour donner sa feuille de route de candidat et lancer le Sénat dans la campagne. Sénat à l'heure du changement, c'était donc le programme qui m'était proposé. Préparer de la meilleure des façons, non seulement la campagne présidentielle, mais l'alternance, le changement. Pressé, le député Hollande a déjà rendez-vous chez ses pairs à l'Assemblée pour un nouveau bain de foule. Les soutiens de Martine Aubry sont là et applaudissent. Après la primaire qui a été un fantastique moment de mobilisation et de dynamique, on est en train de créer les passerelles, les liens entre les candidats du premier et du deuxième tour, de façon à ce qu'il ne manque pas un socialiste pour la victoire en mai 2012. Parmi les objectifs de François Hollande, mettre les parlementaires en première ligne dans la conquête de l'Élysée. Certains des députés qui l'ont soutenu pourraient d'ailleurs faire leur entrée dès demain au bureau national du Parti socialiste. Alors on voit, ils sont portés par une sorte de vague d'euphorie en ce mardi. Ça fait rêver un député UMP, ça. C'est des moments que vous connaissez peu.
Mais c'est des moments qu'on connaît très bien, au contraire. Ça fait des années qu'on les connaît, ces moments-là. Ça fait maintenant, il me semble, la 3e élection présidentielle qu'on les connaît, ces moments-là. Donc on a je parlais en ce moment-là. Je parlais en ce moment-là, cet automne. Mais nous avons un contexte de majorité extrêmement studieuse et extrêmement concentré sur les problèmes. On n'est pas, nous, dans cette espèce de d'euphorie sympathique, mais c'est l'affaire des socialistes. Et je trouve en même temps qu'elle est extrêmement décalée par rapport à ce que ressentent les Français. Ils ont organisé leur primaire, très bien, et maintenant on est passé à autre chose. Les Français sont quand même allés nombreux participer à cette primaire. Et puis c'est un exercice de démocratie, mais en même temps, est-ce que ça a masqué pour l'UMP les vrais problèmes de la France? En aucun cas. Nous, on continue à s'en préoccuper. Et de l'autre côté, les socialistes ont été totalement concentrés sur leur primaire. On a parfois l'impression qu'ils oubliaient les vrais problèmes. Quels sont les vrais problèmes des Français? C'est l'emploi, c'est la crise de la dette souveraine, c'est les finances de la France, c'est la croissance française qui, pour l'instant, n'est pas au niveau que l'on attendait. Voilà quelles sont les priorités. Jérôme Chartier, je voudrais revenir 2 petites secondes quand même sur la personnalité de François Hollande. Nicolas Sarkozy le comparait à un sucre il y a récemment, solide à l'extérieur, mais quand on le met dans l'eau, ils font. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République? Est-ce que c'est un candidat qui, pour vous, est peut-être moins fort que Martine Aubry? Moi, je pense que c'est un candidat qu'on va découvrir dans les semaines qui viennent, mais les premiers pas du candidat François Hollande n'arrivent pas à me convaincre. C'est un candidat qui passe son temps à chercher des compromis. Or, lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, lorsqu'on décide de devenir président de la République, il faut savoir qu'il n'y aura parfois pas de compromis, qu'il y aura une décision, qu'il faudra l'assumer. Et je n'ai pas encore vu François Hollande dans l'exercice d'une décision qu'il assume. Il a été secrétaire général du Parti Socialiste pendant des années et ça a été l'homme de tous les compromis. Certains diront parfois des compromissions. Mais ça n'a pas été l'homme des décisions. On sent bien que c'est là-dessus que se concentreront les attaques lors de la campagne. Mais peut-être parce que c'est simplement ce qui révèle sa personnalité. C'est l'un de ses principaux traits de caractère. Et en même temps, cela semble assez incompatible avec la responsabilité présidentielle. La responsabilité présidentielle, et Nicolas Sarkozy le prouve tous les jours, c'est une responsabilité faite de décisions qui parfois sont impopulaires mais qui sont nécessaires. Alors on voit bien les angles d'attaque. D'ailleurs, c'était la réplique de l'UMP cette semaine. Une convention pour décortiquer le projet socialiste, des ministres, des parlementaires venus par dizaines dans un grand salon parisien pendant 2 heures. Le but de cette opération, de dire tout le mal qu'ils pensaient du candidat François Hollande et du projet du Parti socialiste. Reportage Jean-Romain Andrieux et Marion Lefebvre. C'est le 2e temps de la riposte. Une convention de l'UMP ciblée sur le projet du Parti socialiste. L'objectif, reconquérir l'espace médiatique et surtout attaquer la crédibilité de leur adversaire en 2012. L'aptitude au commandement, surtout dans ces périodes difficiles, c'est la démonstration pour François Hollande, ou non, de sa capacité à préconiser des décisions courageuses au risque d'être impopulaire. Or, vous savez ce que l'on dit de François Hollande, c'est qu'il est habile, qu'il fait même des blagues parfois, ce qui est sympathique. Mais en revanche, personne ne dit jamais qu'il est courageux. Pas courageux, ambigu. Pour la majorité, les attaques sur le candidat et le programme sont indissociables. C'est surtout le prix à payer après le processus des primaires. Quel prix vont lui faire payer Monsieur Mélenchon pour son soutien, Madame Joly sur le nucléaire et aussi Monsieur Montebourg. Monsieur Hollande, il veut plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde en faisant de la politique. Ça vous permet peut-être de réussir la primaire au sein du PS. Mais c'est pas ça qui permet d'être président de la République. Emploi, pouvoir d'achat, sécurité. Plusieurs ministres ont fait le déplacement pour décortiquer chaque mesure, la chiffrer et la décrédibiliser. C'est un exercice de vérité pour démontrer qu'aujourd'hui, le programme du Parti socialiste nous conduirait très vite vers la situation dans laquelle s'est trouvée la Grèce après la gestion socialiste ou le Portugal avec les mêmes solutions qui conduiraient au même mot. Pour autant, pas question d'accélérer le calendrier. Nicolas Sarkozy reste un candidat probable, mais pas officiel. Quant au projet de l'UMP pour 2012, il ne sera pas validé avant la fin de l'année. Alors Jérôme Chartier, pendant quasiment 3 semaines, on a entendu l'UMP dire on parle trop du Parti Socialiste, on parle trop du Parti Socialiste, et vous faites une convention pour parler de quoi? Du projet du Parti Socialiste. On ne comprend pas bien. Si, je pense que vous comprenez très bien, c'est notre responsabilité de parler du projet. Ce que l'on a reproché à cette primaire, c'est qu'au fond, c'était l'histoire du Parti Socialiste entre lui,
Mais c'est pas ça le débat démocratique. Le débat démocratique, c'est pas de savoir comment est-ce que se passe l'organisation de la sélection du candidat à l'intérieur d'un parti. C'est l'affaire du parti. S'ils font leur primaire de façon renouvelée, élargie, c'est leur affaire. Nous, notre affaire, c'est pas de critiquer ou non leur primaire, c'est de discuter avec eux de leurs propositions, de leurs solutions. Et c'est ce qu'on a fait. Alors que le projet n'est pas forcément celui du candidat François Hollande, il va être modelé. Pendant des semaines et des mois, les socialistes nous ont expliqué que leur projet résultait d'un processus de démocratie interne formidable. C'était un vrai exemple de démocratie participative. Et voilà que M. Hollande déciderait de tirer un trait sur ce projet alors que tous les candidats ont dit que le projet socialiste serait le leur. Moi, j'avoue ne plus comprendre. Si finalement, pendant des mois, ils vont s'adapter à la crise économique. Et que ce travail ne sert à rien, que M. Hollande le dise. Mais qu'ils le disent maintenant. Et par conséquent, nous ne critiquerons plus le projet puisqu'il n'aura plus lieu d'être. Mais pour l'instant, c'est toujours le projet du Parti socialiste. Et que je sache, M. Hollande ne l'a jamais démenti. En tout cas, François Hollande réussit un exploit. On l'a vu dans le sujet, c'est de mettre d'accord Xavier Bertrand et Jean-François Copé, ce qui est assez rare. Vous ne croyez pas qu'on aurait plus envie de vous entendre sur votre propre projet maintenant, plutôt que sur une critique comme ça du parti des autres, du projet des autres partis? Je n'en suis pas certain parce que je pense que l'une de nos responsabilités, c'est d'expliciter, d'analyser et d'émettre des critiques sur le projet de l'adversaire. C'est normal. On est là pour ça parce que si nous ne le faisons pas, alors qui va le faire? Les socialistes eux-mêmes? Manifestement, ils ne vont pas critiquer leur propre projet. Ça serait stupéfiant. Et puis, est-ce que les socialistes, depuis 5 ans, ne prennent pas suffisamment de temps, voire tout leur temps, à critiquer toutes les propositions du gouvernement? Je dirais même qu'ils ne font que ça. Alors cette campagne, ça va être critique contre critique, c'est ça? 5 ans, en permanence. Donc cette campagne sera à la fois la présentation des projets de chacun des candidats, la présentation de la vision du candidat, mais aussi, bien sûr, l'explication du projet de la partie adverse, l'explicitation pour les Français, de telle sorte que les Français puissent percevoir les différences entre les projets. Ça aussi, c'est la responsabilité des partis politiques. Un mot tout de même sur la forme de cette convention, avec ce compteur qui déroulait. Ça rappelle une émission qui est passée sur les chaînes publiques. Surtout, ça rappelle la télévision. C'était pas un peu de mauvais goût? Non, ça rappelle la télévision. C'était quoi, du show business, c'est ça que vous voulez dire? Pas du tout. Il y a une partie qui est comme ça, qui est médiatique, aujourd'hui dans la politique, et chacun le sait, chacun l'observe, et chacun est obligé de s'adapter. C'est l'évolution de la vie politique. Donc, à nous aussi d'en tirer les conséquences. Ça veut dire quoi? Cette convention, bon, il y avait le côté ludique du compteur, mais qui était le clin d'œil, et que chacun a bien compris comme un clin d'œil. Et puis il y avait les séquences très courtes, moins de 2 minutes. Oui, c'était dramatisant, on va dire, quand même. Non, du tout, c'était plutôt amusant avec ce bruit de caisse enregistreuse. Tout le monde en a souri. On reviendra sur les chiffres tout à l'heure, ils ne sont pas forcément ceux on en discutera si vous voulez. Voilà. Mais tout le monde en tout cas en a souri parce que c'était vraiment le côté ludique. En revanche, il y avait les séquences très courtes des parlementaires, et vous le savez, pour faire taire un parlementaire, parfois c'est compliqué. Et l'animateur de haute lutte y est parvenu en réduisant les propos à 2 minutes, ce qui a donné une convention extrêmement moderne, extrêmement enlevée, extrêmement dynamique, et c'est vrai, nettement plus télévisuel que d'autres conférences, il faut le reconnaître. Donc le but, c'était de faire de la télévision. C'est-à-dire que notre but aussi, c'est de nous adapter aujourd'hui à la société moderne, et la société moderne, il faut le reconnaître, et vous le savez bien, passe par la télévision. C'est-à-dire que vous perfectionnez dans le show télévisé, finalement. Dans le show télévisé, c'est peut-être un peu rapide. En tout cas, on est obligé d'utiliser les médias tels qu'ils existent aujourd'hui. Les médias sont la presse écrite, mais qui a des difficultés, chacun l'observe, sont la presse Internet, qui est en croissance fantastique, considérable, et la presse audiovisuelle, la presse audio et la presse audiovisuelle, qui n'a jamais été démentie dans son efficacité et surtout dans sa performance auprès des Français. Donc à nous de nous adapter à cela. Allez, en tout cas, mardi, cette obsession socialiste de l'UMP, on la sentait aussi à l'Assemblée. Petites phrases assassines lors des questions au gouvernement. Et cela continue quand s'ouvre en fin d'après-midi la discussion sur le budget 2012. Écoutez cet échange entre le ministre de l'Économie et le président du groupe socialiste. Projet socialiste, c'est le boulet de Martine Aubry au pied de François Hollande. Comment pouvez-vous proposer simultanément la remise en cause de la réforme des retraites et le retour à 60 ans? C'est 48 milliards 2012-2015. La remise en cause de la révision générale des politiques publiques, c'est plus de 4 milliards. La proposition de 200 000 contrats de génération, je ne comprends même pas ce que ça veut dire ce terme, c'est plus de 8 milliards.
60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale, c'est plus de 2,5 milliards. Ces 4 mesures, ces 4 seules mesures, constituent en eux-mêmes le caractère de discrédit du projet que vous portez, que vous défendez, que vous continuez de défendre ici même, et je n'en doute pas que vous continuerez de défendre dans un aveuglement et une cécité incroyable. Nous sommes à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, et nous entendons le ministre de l'économie qui se trompe d'endroit, qui se croit aujourd'hui à la Convention nationale de l'UMP consacrée à la mise en coupe réglée du projet du Parti socialiste et les attaques qui n'ont aucun sens, caricaturelles contre le candidat du Parti socialiste François Hollande. Est-ce que vous mesurez le côté presque pathétique de votre intervention? C'est votre responsabilité, c'est votre bilan. Alors revenez un peu aux réalités. Monsieur le Président, afin que le gouvernement retrouve un peu plus de sérénité, de dignité dans un débat qui est consacré à la loi de finances, je demande une suspension de séance. Voilà, un peu agité. Donc on le voit vous-même, qui êtes porte-parole de l'UMP sur le budget à l'Assemblée. Vous êtes monté en créneau ce jour-là. Vous avez demandé à Valérie Pécresse si elle comptait demander à François Hollande de ne pas appliquer ses projets. Une question un peu téléguidée. Voilà, c'était encore une bonne idée. C'était pas une question téléguidée du tout, pour tout vous dire. C'était une question, chacun l'a senti. Elle n'a pas mis Valérie Pécresse beaucoup en danger quand même. Hein, non, mais en même temps, c'était surtout l'humour de telle sorte qu'on soulevait manifestement l'incohérence entre le discours du candidat François Hollande qui voulait maîtriser la dépense publique et le projet socialiste totalement faramineux en termes de dépenses. Mais on en revient à la même question. C'était encore une bonne idée là d'ouvrir cette discussion budgétaire si importante dans les conditions qu'on connaît par une attaque contre les propositions PS plutôt que de partir sur votre propre budget 2012. Mais parce que quel est le contexte? Le contexte, vous le savez, c'est l'annonce faite cette semaine de l'agence Moody's d'une période d'observation de 3 mois de la France pour savoir si, oui ou non, la France peut tenir son triple A avec la dégradation de la conjoncture internationale. Donc il était très important de manifester 2 choses. 1, la détermination du gouvernement sur la tenue de la réduction du déficit public. C'était essentiel. C'est pas ce qu'on a senti ce mardi-là. Je peux vous confirmer que c'était... C'est justement ma question. Mais j'y viens. Je peux vous confirmer que c'était vraiment dans les propos du ministre aussi, mais ils étaient moins filmés, on va dire. Et deuxième élément, parce que les sondages sont là, et puis vous en parlez suffisamment, de marquer le fait que nous sommes contre le projet socialiste. Pour qu'il n'y ait aucun doute dans l'état des... on l'aura compris, c'est le message qui est passé cette semaine. Bon, comme vous le dites, après. Mais qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit des analystes de Moody's que nous sommes contre toute dérive des finances publiques. Et c'était l'occasion de le dire et de le redire. Ces 3 mois sont 3 mois déterminants pour la France. Le triple A n'est jamais donné d'office. Il est démontré, nous avons tous les moyens pour le démontrer. Mais d'un autre côté, et chacun peut lire les sondages, si les socialistes viennent aux responsabilités, c'est quasiment mécaniquement la perte du triple A avec un projet pareil. Et il faut tout faire pour sauver notre triple A. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est pas seulement une sorte d'incantation, le triple A. Le triple A, c'est l'assurance des meilleures conditions de refinancement de la dette française. On emprunte chaque année 220 milliards d'euros sur les marchés. Si vous payez 220 milliards, 1% en plus, vous avez calculé, c'est 2,2 milliards par an de plus. Ça veut dire que tous les efforts que vous pouvez faire pour réduire la dépense publique, par exemple, ils seront neutralisés par l'augmentation des taux d'intérêt pour financer votre dette. Alors évidemment, on va parler du budget dans un instant au jeudi, mais d'abord il y a le mercredi, le Sénat retoque le texte sur les mineurs délinquants. C'est l'un des premiers effets du Sénat passé à gauche. La commission des lois a rejeté la proposition de loi sur l'encadrement militaire des mineurs délinquants. Elle a par contre été déjà votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Un refus de pure forme puisque l'Assemblée aura le dernier mot, mais un acte politique fondateur pour ce nouveau Sénat. Les explications de Faustine Saint-Geniès. La nouvelle majorité du Sénat a dit non. Non à l'encadrement militaire des délinquants mineurs. Une proposition de loi du député UMP Éric Ciotti, adoptée par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Proposition qualifiée d'affichage par le groupe socialiste au Sénat. Ce texte, c'est du bricolage. Il n'est ni fait ni à faire. Il a été improvisé. C'est une sorte de texte d'affichage publicitaire, slogan, tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là,
On ne donne pas les moyens, en particulier les moyens en termes d'éducateurs. Parce que pour lutter contre la délinquance des mineurs, il faut des hommes et des femmes sur le terrain. Une idée pourtant ancienne, lancée par Ségolène Royal, alors candidate à la présidentielle. Pour ces élèves-là, moi, je propose le placement d'office dans un service à encadrement militaire. Depuis, l'idée a fait son chemin dans les rangs de la gauche, avant d'être récupérée par le député des Alpes-Maritimes dans un rapport sur l'exécution des peines remis à Nicolas Sarkozy. Avec ce rejet qui peut surprendre, le Sénat imprime sa marque à 7 mois de la présidentielle. Alors pour information, ce texte sera débattu en séance publique le 25 octobre. Il a de fortes chances d'être rejeté. C'est les premiers effets donc du Sénat passé à gauche, un nombre de textes qui risquent d'être rejetés. Puis certains sont adoptés, d'ailleurs à la grande surprise des socialistes de l'Assemblée nationale. Par exemple, le projet de loi pour apporter les garanties de l'État à Dexia a été adopté par les commission socialistes. paritaire, avec une commission, avec d'abord dans des l'hémicycle, sénateurs. par les socialistes et par le groupe UMP. Avec quand même un amendement socialiste sur la responsabilité des dirigeants qui ne toucheraient pas de bonus en cas de Oui, mais en même temps, après, qui a été... D'abord, c'est un amendement que nous avions nous-mêmes adopté en 2008 au cœur de la crise financière. Donc c'était pas un amendement qui constituait une surprise. Et la CMP a finalisé l'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 jours avant, lorsque l'opposition socialiste à l'Assemblée nationale refusait de voter ce projet de loi apportant la garantie de l'État pour Dexia, eh bien 3 jours après, les socialistes du Sénat, eux, l'ont voté. Donc il y a parfois des surprises dans l'organisation du Parti socialiste face à certains projets de loi. Donc ça, c'est la version positive. C'est la version négative au sens sur de le la budget responsabilité des socialistes du Sénat. Il risque d'y avoir des versions plutôt négatives sur le budget ou sur le projet de loi de finances, par contre. Nous verrons à ce moment-là. Nous avons encore quelques semaines pour en discuter. Mais après tout, je dirais rien n'est impossible. Lorsque je vois l'esprit l'envie de travailler du groupe socialiste au Sénat, je me dis qu'il devrait bien inspirer le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Alors, toujours ce mercredi à l'Assemblée, Jérôme Chartier, savez-vous qui sont les humanistes ? Non, mais vous allez me le dire. Vous ne savez pas. Alors, c'est un groupe de députés UMP, figurez-vous, avec à leur tête Jean Léonetti et Marc Laffineur, qui ont décidé de créer un mouvement pour mettre en avant une droite modérée. Ils tenaient une conférence de presse pour expliquer leurs idées. Et en face, le même jour, il y avait un point presse de la droite populaire, à droite de l'UMP, qui lançait, elle, une pétition contre le droit de vote des étrangers. L'UMP d'un bout à l'autre de l'échiquier, c'est un sujet de Bérangère Dinglas que vous allez pouvoir suivre, donc. Recueillir autant de signatures que les primaires socialistes, Thierry Mariani met la barre haut en lançant sa pétition. Le chef de file de la droite populaire veut ainsi alerter les Français sur ce point du programme socialiste. Le droit pour les étrangers de voter et de se faire élire aux élections locales dès lors qu'ils ont 5 ans de résidence sur le territoire. Une possibilité que Nicolas Sarkozy avait un temps évoquée, mais d'après son ministre des Transports, il y est aujourd'hui clairement opposé et soutient la pétition. On peut devenir français au bout de 5 ans, à condition de parler le français, d'être intégré et en clair d'avoir respecté les lois de la République. Si on n'est pas français au bout de 10 ans, soit il y a une des 3 conditions qui n'est pas remplie, soit tout simplement c'est un choix qu'on a fait. C'est tout à fait respectable, mais dans ce cas-là, on n'a pas le droit de vote. Le droit de vote doit rester intimement lié à la nationalité française. Lors de la campagne pour la primaire, Martine Aubry a souvent rappelé ce combat de longue date pour elle. Mais si la droite populaire signe là un nouveau coup médiatique, à l'UMP, tout le monde ne partage pas cette position. Ainsi, Marc Laffineur, cofondateur il y a quelques jours de la droite humaniste, nouveau courant de l'UMP, affirme clairement avoir une vision beaucoup plus large de la citoyenneté. À partir du moment où on paye des impôts dans une commune et qu'on y vit depuis plus de 5 ans, encore une fois, ça ne me paraît pas anormal que l'on puisse voter pour les élections locales, à condition, bien entendu, qu'il y ait la réciprocité dans le pays d'origine, sinon ça n'aurait aucun sens. Ce texte proposé par le gouvernement Jospin en 2000 avait été voté à l'Assemblée, mais n'avait pas été débattu au Sénat. Avec le basculement de la Haute Assemblée, les socialistes ont donc clairement fait du vote des étrangers l'une de leurs priorités pour l'après 2012.
Alors, on voit qu'il y a plusieurs tendances au sein de l'UMP, c'est normal, on le sait. Vous êtes plutôt droite populaire, plutôt droite humaniste, vous vous situez où sur cet échiquier? Écoutez, je me sens très humaniste populaire. Donc j'espère que ça existe. Expliquez-nous ça. Vous pouvez créer un mouvement, c'est la mode apparemment. Je veux créer une tendance, bref. Au fond, vous savez, c'est des nuances et je trouve que c'est bien que ça existe. Au début de l'UMP, en 2002, nous avions des clubs. C'est les clubs, ça servait à quoi? Ça servait à ce que chacun puisse exprimer sa sensibilité. Et c'était une démarche très cohérente avec celle de l'Union pour un mouvement populaire. Et je souhaite au fond que ces mouvements-là, qui ressemblent à des clubs, à s'y méprendre, continuent, se développent. De telle sorte qu'on puisse, au contraire, que les sensibilités s'expriment au sein de l'UMP est une excellente chose, que ce soit sur ces sujets, que ce soit sur d'autres sujets encore. Il faut que ça vive, parce qu'un mouvement politique, ça doit vivre. Sur ce droit de vote des étrangers, votre position? Je suis très partagé, je le reconnais. Sur les élections locales, par exemple, là, on entendait... Aujourd'hui, sans doute, on ne le dit pas suffisamment, mais pour les élections locales, ça existe, le droit de vote des étrangers, notamment le droit de vote des citoyens de l'Union européenne. Et ça me semble très bien de le limiter aux citoyens de l'Union européenne, parce qu'il faut qu'on marque un avantage d'appartenir à l'Union européenne, et ça c'est une forme d'avantage que je trouve extrêmement significative, tant moi je suis attaché au principe du droit de vote pour une personne qui a la nationalité. D'un autre côté, je suis sensible à ce que dit Marc Laffineur sur l'esprit de citoyenneté. C'est vrai, l'esprit de citoyenneté, c'est un esprit de responsabilité. Mais j'estime qu'aujourd'hui, beaucoup d'étrangers qui sont en situation régulière sur le territoire national, évidemment, ont cet esprit de responsabilité et au fond de citoyenneté. Est-ce que pour autant, il faut leur confier le droit de vote? Alors je me demanderais quelle serait la différence entre être citoyen français et être citoyen étranger en situation légale sur le territoire national. C'est oui ou c'est non? Ah bah si, parce que vous m'avez pas bien écouté. Je viens de vous répondre en développant que j'étais pour une solution que le citoyen français ait le droit de vote. Donc citoyen français, c'est celui qui a la nationalité française. Même pour ceux qui payent des impôts en territoire français. Mais le fait de payer des impôts, oui, mais le fait de payer des impôts, c'est aussi la contrepartie de tous les services que vous offre la société française. Je vous rappelle que si vous êtes malade, vous avez une sécurité sociale. Que si on vous vole votre porte-monnaie, vous pouvez porter plainte et faire rechercher celui qui vous l'a volé. Je vous rappelle que si vous avez un membre de la famille qui est malade, la sécurité sociale joue aussi pour votre membre de la famille, votre enfant qui est malade. Bref, vous payez des impôts pour tout cela. Et ça me semble parfaitement légitime de payer des impôts. Parce que la contrepartie du vote, ce n'est pas le fait de payer des impôts. Je paye des impôts, donc je vote. Non. C'est... Je vote parce que j'ai la nationalité française et que je veux diriger mon pays dans une certaine direction. Vous disiez, vous étiez un humaniste populaire, mais cette droite populaire, est-ce qu'il est si bon de l'entendre autant pour l'UMP? Est-ce que ce n'est pas une dérive vue et un ton de la campagne qui va être donné aussi? Pas du tout. On l'a beaucoup entendu parce qu'elle était seule. Au fond, sans doute Donc il faut l'encadrer aujourd'hui, cette droite populaire? Pas du tout, l'erreur. D'où la naissance des humanistes? D'un certain nombre de tendances, c'est de ne pas avoir exprimé leur sensibilité alors qu'elles auraient dû le faire. Et maintenant, les humanistes existent, et c'est une très bonne chose. Je voudrais que d'autres tendances existent encore davantage, puissent se faire entendre davantage. Mais personne ne s'entendra. Mais pourquoi? Montrer la diversité, est-ce que c'est de la cacophonie? Non. Il faut au contraire que chacun se sente représenté au sein de l'UMP. C'est nettement plus important. Et je trouve qu'on avait très bien réussi à le faire en 2002. Il faut qu'on retrouve cet esprit de 2002 où nous avions réussi cette UMP très large avec l'expression de toutes les sensibilités. Il n'est pas là, l'esprit de 2002? Il n'est plus là? Alors je vous le dis, je pense qu'on est vraiment en train de le retrouver. C'était très caractéristique lors de la convention la semaine dernière. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est tant de personnalités du mouvement qui étaient présentes, qui se sont toutes exprimées dans un esprit extrêmement positif, extrêmement construit. Oui, c'était vraiment l'esprit de 2002 qui était là. Vous parlez de la convention sur le PS? Oui, la convention sur le PS, oui. C'est un esprit positif? Ah, mais parce que vous ne l'avez pas suivi, avec attention. Si, on l'a diffusé. Vous l'avez diffusé, mais vous n'avez... Oui, c'est vrai, mais est-ce que vous l'avez regardé en totalité? Bon, si vous l'avez fait, je vous en félicite et ça honore votre conscience professionnelle. Mais je dois vous dire que moi, ce que j'en ai ressenti sur place, c'est justement cette atmosphère très positive. À chaque fois, bon, il y avait la critique, bien sûr, mais encore une fois, moi, je l'assume, cette critique du projet socialiste. C'est l'une de nos responsabilités politiques. En tout cas, cette atmosphère positive, vous n'êtes pas nombreux à accepter ou en tout cas à dire la même chose au sein de l'UMP. On pense notamment à Rachida Dati qui a dit que
l'atmosphère de 2002, on a du mal à la retrouver. C'est parce que parfois, il y a des personnalités qui sont un peu déçues. Rachida Dati est un peu déçu en ce moment de l'arrivée de François Fillon à Paris, vous le savez comme moi. C'est bien François Fillon à Paris, ça? C'est vous qui êtes un filloniste convaincu, très proche de François Fillon? Évidemment que c'est bien, évidemment que c'est une bonne chose pour Paris. François Fillon s'en expliqué auprès des Sartois. Je trouve qu'il a trouvé les bons mots pour pouvoir le dire. Et donc c'est une nouvelle aventure qui commence pour lui. Et j'en suis très heureux. Et je crois que beaucoup de Parisiens sont très heureux. En tout cas, tous les Parisiens que je croise viennent m'en parler parce qu'ils connaissent ma proximité avec le Premier ministre et viennent me dire à quel point ils sont heureux que François Fillon vienne à Paris. Alors on verra ça en 2012. Allez, Jérôme Chartier, on va passer au jeudi. On reparle du budget, pas du projet socialiste cette fois, mais vraiment du projet de budget 2012. En ce jeudi, c'est la taxation des hauts revenus qui est au programme. Un député UMP avait rédigé 2 amendements visant à alourdir la fiscalité des plus riches. Amendement écarté. Compte rendu de la séance avec Jean-Baptiste Daoulas. Jusqu'au bout, Michel Piron a défendu sa proposition de créer une nouvelle tranche d'impôt de 46% sur les revenus supérieurs à 150 000 € par part. Mais en fin de soirée, il retire son amendement. Je regrette qu'en effet, une partie importante de la majorité n'ait pas été comprise ou entendue, au sens comprise. C'est un regret qui, à mon avis, porte sur un amendement qui avait beaucoup de sens et qui aurait donné beaucoup de sens à tous les efforts que vous demandez en ce moment à l'ensemble des Français. Interpellée, la ministre du Budget défend la position du gouvernement. Chiffre à l'appui, Valérie Pécresse affirme que la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus est une meilleure solution pour remplir les caisses de l'État. L'amendement de Michel Piron, Michel Piron nous propose, rapporte 365 millions d'euros au budget de l'État. L'amendement que vous venez d'adopter rapporte 420 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la contribution exceptionnelle de solidarité va frapper beaucoup plus durement les ménages qui sont plus aisés. La taxe exceptionnelle sera de 3% pour les revenus de 250 000 à 500 000 euros et de 4% au-delà de 500 000 euros. Elle devrait toucher entre 26 et 27 000 foyers en France et ramener près de 410 millions d'euros dans les caisses de l'État. Une mesure cosmétique pour la gauche. Le socialiste Henri Emmanuelli fait le lien entre cette nouvelle taxe et l'allègement de l'impôt sur la fortune voté au printemps. Vous avez sorti la moitié des contribuables de l'ISF de l'imposition à l'impôt sur la fortune, que ça a coûté 1,8 milliard à l'État, et donc ça leur rapporte 1,8 milliard à eux. Et tout ce cinéma ce soir, tout ce cirque, c'est pour nous expliquer qu'on va leur reprendre 400 millions. L'opposition a repris à son compte l'amendement de Michel Piron. Sans surprise, il a été rejeté. Le 88... Alors, à huis clos, lors de votre réunion de groupe mardi matin, il y avait François Fillon et vous y étiez à cette réunion. Il paraît qu'il a vraiment été très catégorique. Pas question de taxer plus les riches. C'est vrai ? Mais écoutez, c'est exactement le contraire qui se produit, puisqu'on taxe davantage les Français les plus aisés. Par rapport à ce qui était prévu, donc sans les amendements Piron. Non, ce qui a été dit surtout, c'est qu'on ne touche pas à l'impôt sur le revenu. Puisque donc pas de Michel taxation, Piron, pas de part supplémentaire. Voilà, ce que Michel Piron voulait, c'était créer une tranche supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu. Bon, et nous, depuis 2007, on est d'accord sur le fait que si on doit retoucher l'impôt sur le revenu, c'est dans le cadre d'une revue générale des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire une réforme fiscale qui modernise la fiscalité française. Nous en sommes parfaitement convaincus. On a besoin de moderniser cette fiscalité et il faut le faire de façon cohérente et bien travaillée. Alors François Fillon a visiblement fait très peur aux députés UMP puisqu'il y avait quand même pas mal de signataires quand même, de cet amendement de M. Piron. Et à la fin, il s'est retrouvé un petit peu seul. Face à cet amendement qui donc a été... Oui, parce que depuis des semaines, la majorité travaille pour essayer de trouver une solution juste qui demande aux Français les plus aisés de marquer un effort de solidarité envers la nation française tout entière pour revenir à un déficit acceptable. Je dirais acceptable par l'Europe, mais acceptable aussi aujourd'hui par les investisseurs financiers qui achètent des titres de dette française. C'est les deux personnes que l'on regarde aujourd'hui s'agissant de la réduction du déficit public. Bon. Tous les parlementaires de l'UMP ont été convaincus par les solutions que l'on a apportées, qui sont à la fois cette taxation, 3%, 4%, qui viennent s'ajouter à toutes les mesures que nous avons prises au moment de la réforme de l'ISF, puisque Henri Emmanuelli l'oublie souvent, l'allègement de l'ISF est totalement financé
par des prélèvements supplémentaires auprès des personnes qui payaient l'ISF. Donc en vérité, c'est exactement la même somme que l'on perçoit, mais on l'aperçoit de façon différente et sur le même public. On cherche de l'argent pour les caisses de l'État, on aurait très bien pu considérer que qu'on n'avait pas besoin de réduire cette ISF. Oui, mais sauf que là, aujourd'hui, on va plus loin. Parce qu'on va demander 420 millions supplémentaires aux Français les plus aisés. Et cela, on estime légitime de le faire du fait de la situation des finances publiques. L'allègement de l'impôt sur la fortune, 900 millions par an de banques dans les caisses de l'État, vous confirmez ce chiffre? Oui, je confirme, mais je confirme aussi que cet argent-là se retrouve dans les caisses de l'État par des prélèvements supplémentaires, par exemple au titre de l'impôt sur les transmissions, puisque lorsque vous venez à décéder, eh bien, lorsque vous avez un patrimoine de plus de 4 millions d'euros, vous êtes taxé plus fortement, à hauteur de 4% de plus. Et donc, par conséquent, c'est la même somme, ces 900 millions, que vous retrouvez dans le budget de l'État, différemment perçus auprès du même public. C'était ça tout l'esprit de la réforme de l'ISF. C'est la première réforme fiscale qui est financée à l'euro par des prélèvements sur le même public. Voilà cette grande évolution et ce que j'appelle une modernisation fiscale. Monsieur Emmanueli oublie toujours de le dire parce qu'il a surtout envie de créer de la polémique. Alors vous parliez des critiques du Parti socialiste. Je vous propose d'écouter le président de la Commission des finances de l'Assemblée, Jérôme Cahuzac. Ce budget ne permettra pas à notre pays de procéder au nécessaire ajustement budgétaire pour la raison essentielle qui est que ce budget ne fait rien pour la croissance. Fondé sur une prévision de 1,75% de croissance, chacun sait que l'année prochaine, dans le meilleur des cas, ce sera la moitié. Et avec cette croissance-là, nous ne pourrons tenir nos objectifs. Alors oui, effectivement, si on entend Jérôme Cahuzac, une croissance qui serait revenue à près de 0,9, si on entend aussi les spécialistes, pourquoi ne pas dire clairement on va faire des mesures d'austérité, un plan de rigueur? Mais parce Est-ce que ce message peut être entendu des Français? Comme vous le savez, les Français peuvent supporter la vérité depuis bien longtemps maintenant. Cela fait des années qu'ils supportent la vérité. Ils pourraient encore aujourd'hui supporter la vérité. Ils ne demandent même, je dirais, que cela, parce qu'ils ont soupé pendant des années qu'on leur raconte des histoires, et pour découvrir ensuite que ce n'était que des histoires. Donc oui, ils supportent la vérité. De quoi avez-vous peur? Qu'on casse la croissance? Vous avez peur que les Français ne réagissent mal par rapport à ça, qu'ils ne consomment plus? Non, ce qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on prépare un budget, lorsqu'on prépare une perspective de croissance, c'est de vouloir être excessivement pessimiste. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. D'abord parce que dans la formation d'une croissance, il y a incontestablement un élément psychologique qui joue. De tout temps, ça a joué. Et il est important d'avoir un discours juste, surtout juste. Pas optimiste non plus, parce que vous n'êtes pas cru. Et ce discours juste, de vérité. Exactement, et ce discours juste, il doit être revu en fonction des nouvelles circonstances économiques. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au mois d'août dernier, le 24 août? Le 24 août, François Fillon tire les conséquences de la dégradation de la conjoncture internationale. Et donc, par conséquent, pour tenir le cap de réduction du déficit à 5,7% du PIB pour l'année 2011, il prend des mesures sans précédent, de telle sorte qu'on tienne le cap de la réduction de ce déficit public. On parle de mesurette quand même, hein, une taxe sur les sodas, qui a été validée. Alors, appelez mesurette la taxe sur les plus-values immobilières sur les résidences secondaires. Non, mais je la vous taxe propose soda, d'en parler avec les propriétaires de résidences secondaires. Ils vont vous expliquer Jérôme que ce ne sont Chartier, pas des la taxe mesurettes. sur les sodas, est-ce que c'est obligatoire? Mais c'est obligatoire parce que ça rapporte 240 millions d'euros et que c'est une vraie recette. Et qu'à 240 millions d'euros, c'est pas une mesurette. Enfin, ce n'est pas ceux qui croient qu'il y a des taxes qui existent et qui vont rapporter d'un seul coup, d'un seul 5 milliards d'euros. Alors il me faut donner le nom de ces personnes et ensuite il faut me donner la mesure qu'ils proposent. Mais soyons sérieux, ça n'existe pas. Monsieur Chartier, il se dit qu'il y aura un collectif budgétaire qui amènera de nouvelles économies, de nouveaux efforts qui seront demandés aux Français en 2012, au moins pour 5 milliards, parce que la croissance ne sera pas au rendez-vous. Je confirme qu'il y aura un nouveau collectif budgétaire parce qu'il est traditionnel, il a lieu en fin d'année. Donc nous en aurons un, comme chaque année, début décembre. Et il sera dur. À l'occasion de début décembre, nous aurons l'occasion de voir si la perspective de croissance pour 2011 est tenue et de voir s'il y a lieu de réviser la perspective de croissance pour 2012. 5 milliards à trouver en plus, ça vous semble un chiffre cohérent? S'il y a une dégradation, mettons qu'on passe de 1,75 à 1,50, mettons, eh bien, le budget actuel tient pour 1,5% de croissance. Cela a été confirmé par le Premier ministre voici quelques jours. Donc, on est cohérent avec cette trajectoire à 1,5% de croissance. S'il y a moins de croissance, eh bien, dans ce cas-là, nous prendrons les mesures qui s'imposent, mais il y a un objectif.
c'est de ne pas dériver de la réduction du déficit public. Jérôme Chartier, on va finir cette émission beaucoup plus en douceur avec le carnet rose, la naissance d'une petite Sarkozy, Julia, qui est née à la clinique de la Muette mercredi soir. Une petite réaction très rapide? Je suis très heureux pour Nicolas Sarkozy et pour Carla Sarkozy. C'est un vrai bonheur, un enfant. Voilà, et ben merci. On finit en douceur. C'est là-dessus que nous terminons. Merci d'être venu dans cette émission. Merci Jérôme Chartier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, Aude. Même lieu, même heure, évidemment. Au revoir. Au revoir.